Je veux commencer par quelque chose d'anodin, quelque chose qui, pris isolément, semble presque trop banal pour mériter qu'on s'y arrête. Un nom, pas une bataille, pas une cité engloutie, pas une civilisation disparue, juste un nom, ou plutôt la suppression soudaine, concertée, imposée par décret gouvernemental de milliers de ces noms. Parce que voilà ce à quoi je revenais sans cesse au fil de mes recherches, avant d'effacer une civilisation de la mémoire collective, inutile de raser chaque bâtiment, inutile de brûler chaque archive, même si nous en parlerons aussi. Il suffit de changer le nom d'un lieu, et si vous le faites assez vite, assez complètement, assez simultanément, en l'espace d'une ou deux générations, plus personne ne se souvient de ce qui existait avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pas progressivement, pas naturellement. Pas cette lente dérive linguistique qui, sur des siècles, a transformé New Amsterdam en New York. Non, je parle de jours précis, de décrets précis, des centaines de villes sur plusieurs continents, dépouillées de leurs noms en vagues coordonnées sur une fenêtre temporelle étroitement définie. En 1794, en France, Lyon, Bordeaux et Marseille, trois des villes les plus grandes et les plus chargées d'histoire du continent européen, ont perdu leur nom, simultanément, par ordre du gouvernement. En 1894, en Amérique, une directive fédérale, l'ordonnance 114 du Bureau des noms géographiques des États-Unis, a supprimé en une nuit des centaines de toponymes contenant certains mots spécifiques, des mots comme « vieux », des mots comme « nouveau », des mots comme « crête » et « vallée ». Et l'Illinois, un seul État, représente 157 des 323 changements de noms de villes américaines recensés pour cette période. 157. L'explication officielle, l'efficacité postale, la politique révolutionnaire, la modernisation administrative. Peut-être que c'est tout. Mais la coordination, le calendrier, la régularité du schéma. Une fois qu'on le voit, impossible de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Laissez-moi vous emmener en France. Nous sommes en 1793 et une révolution consume tout sur son passage. Pas seulement les rois et les aristocrates, mais les noms eux-mêmes, les rues rebaptisées, les saints effacés, le calendrier lui-même aboli et reconstruit à partir de l'an 0. C'est l'explication qu'on nous donne. Les Jacobins rayaient l'ancien monde. Ils faisaient de la France quelque chose de neuf, de rationnel, de pur, soi. J'accepte ce cadre, du moins comme réponse partielle. Mais c'est là que l'explication officielle commence à montrer ses coutures. Le 12 octobre 1793, puis dans les mois qui suivirent, jusqu'en 1794, le Comité de salut public décréta le renommage des villes coupables de ce qu'il appelait des crimes fédéralistes. Lyon avait résisté à Paris. Toulon avait ouvert ses portes aux Anglais. Marseille s'était révolté. Lyon devint donc commune affranchie. Marseille devint ville sans nom. Pas métaphoriquement, littéralement. Une ville à laquelle on n'attribua aucun nom. Arrêtons-nous là. Une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, l'un des centres urbains les plus anciennement habités d'Occident, délibérément, officiellement, réduite à l'anonymat. Pourquoi? La réponse révolutionnaire, c'est la punition, l'humiliation politique. Et oui, les enjeux politiques sont bien réels, les griefs sont documentés. Je ne les balais pas d'un revers de main. Mais plus j'ai creusé, plus la situation est devenue étrange. Parce que les renommages ne se sont pas arrêtés aux villes politiquement rebelles. Ils se sont répandus, ils sont devenus systématiques, ils ont touché des villes qui n'avaient pas résisté, de petites bourgades, des villages, des lieux sans le moindre crime fédéraliste à leur actif. Eux aussi ont été renommés, réformés, reclassés. Le schéma se répète avec une précision troublante. J'ai alors commencé à recouper les dates, non pas la grande période révolutionnaire dans son ensemble, mais les dates exactes des décrets.
et ce qui en est ressorti n'était pas un processus chaotique et organique de punition politique s'étalant sur des mois. Ce qui en est ressorti, c'était des clusters, des journées uniques où plusieurs villes, dans des régions différentes, avec des histoires politiques différentes, étaient administrativement renommées en même temps. Cela soulève une question simple mais décisive. Quel mécanisme logistique, en 1793, sans télégraphe, sans chemin de fer, sans rien qui ressemble à une infrastructure de communication moderne, était capable de coordonner des événements de renommage massif à travers un pays entier, parfois en parfaite synchronie? Le silence des histoires officielles sur cette question est assourdissant. Traversons maintenant l'Atlantique. Avançons d'un siècle. Nous sommes en 1890. L'Amérique est en pleine consolidation administrative. Le système postal s'étend. Le réseau ferroviaire est achevé. La frontière, comme le dit la formule consacrée, vient d'être officiellement déclarée fermée. Et en 1894, le Bureau des noms géographiques des États-Unis publie l'ordonnance 114. Je voudrais qu'on prenne vraiment le temps de mesurer ce que fait cet ordre. Il ne renomme pas des villes pour des raisons politiques. Il ne punit pas une rébellion. Il ne commémore aucune révolution. Il fait quelque chose de presque plus frappant dans sa banalité. Il supprime des mots descriptifs, des noms de lieux. Vieux est effacé. Nouveau est effacé. Crète est effacé. Vallée est effacé. Des centaines de villes américaines, du jour au lendemain, ne portent plus le nom que leur propre fondateur leur avait donné. L'explication officielle, c'est l'efficacité. Les itinéraires postaux, les doublons. Le système fédéral de courrier en pleine expansion ne pouvait pas gérer 12 villes appelées Nouvelle-Vallée dans 12 États différents, alors une standardisation s'imposait. C'est une explication raisonnable. Elle serait tout à fait satisfaisante n'eût été une chose. L'Illinois prend 157 renommages dans un seul État, dans un seul décret. J'ai longuement réfléchi à ce chiffre. J'ai cherché à lui donner un sens purement logistique, parce que même en accordant pleinement le bien fondé de l'argument postal, même en disant oui, les doublons posaient un vrai problème. Pourquoi l'Illinois représente-t-il près de la moitié de tous les renommages recensés sous l'ordonnance 114? L'infrastructure postale de l'Illinois était-elle particulièrement chaotique? Les habitants de l'Illinois étaient-ils particulièrement attachés aux mots « vieux » et « crête » ? Y avait-il quelque chose dans le paysage de l'Illinois qui engendrait un attachement singulier au mot « vallée » dans les noms de lieux, attachement que les autres États auraient mystérieusement évité? Ou bien existe-t-il un autre schéma sous-jacent, un schéma géographique, un schéma historique, un schéma que le cadre de l'efficacité postale ne permet tout simplement pas d'expliquer? Plus j'ai creusé, plus l'Illinois m'a semblé être non plus un cas administratif aberrant, mais un point focal. Et c'est là que tout devient impossible à ignorer. L'Illinois, la vallée de la rivière Illinois, le couloir du Mississippi supérieur, est précisément la région où, au XIXe siècle, chercheurs, ingénieurs et colons n'arrêtaient pas de tomber sur des choses qu'ils ne savaient mal pas expliquer. Des terrassements à une échelle impossible, des systèmes de canaux d'une sophistication inattendue, des alignements de voies qui ne correspondaient à aucune tradition d'ingénierie indigène connue et ne correspondaient à aucun projet colonial européen documenté non plus. Des lieux aux vieux noms, des noms qui pointaient en arrière vers quelque chose d'antérieur. Et puis, en 1894, ces noms ont disparu. Je voudrais m'arrêter sur une ville en particulier, parce que celle-ci s'est nommée elle-même, et ce faisant a peut-être dit exactement ce qu'on n'est pas censé savoir. Phoenix, Arizona. Le nom fut choisi en 1867 par Darrell Dupas,
un colon britannique doté d'une solide formation classique. Et le nom qu'il choisit, Phoenix, ne fut pas choisi au hasard. Dupas regardait le paysage qui l'entourait, les vestiges sous ses pieds, et il déclara explicitement « Cet endroit devrait être nommé d'après l'oiseau mythologique qui renaît de ses cendres, parce qu'il s'agit ici d'une civilisation qui s'élève sur les ruines d'une civilisation précédente. Ce n'est pas une interprétation marginale, ce n'est pas de l'histoire alternative, c'est l'explication documentée à la première personne contemporaine des faits, donnée par l'homme qui a nommé la ville. Il a vu des ruines, il a nommé la ville d'après la Renaissance qui jaillit des ruines. Les ruines en question et l'infrastructure en question, c'étaient les canaux. Quand les colons anglo-américains arrivèrent dans la vallée de la rivière Salt, dans les années 1860 et 1870, ils découvrirent un système de canaux déjà en place, pas ébauché, pas partiellement construit, en place. Des centaines de kilomètres de voies d'eau ingénierisées, alignées au relief du territoire, capables d'une irrigation agricole à grande échelle, acheminant l'eau avec une sophistication que des ingénieurs modernes ont qualifiée, sans ironie aucune, de remarquable. Les colons n'ont pas construit ces canaux. Ils les ont utilisés, ils les ont nettoyés, renforcés, et ont commencé à faire circuler l'eau dans un système que quelqu'un d'autre avait conçu. Qui? La réponse académique, c'est le peuple Hohokam, une civilisation précolombienne qui a disparu, de façon quelque peu mystérieuse, aux alentours du XVe siècle. C'est le nom attribué aux bâtisseurs. Les Hohokam, disparus avant le contact européen, laissant derrière eux un réseau de canaux qu'une ville américaine du XIXe siècle allait tout simplement hériter. Et c'est là que je voudrais poser une question très précise, très simple. Pas qui a construit les canaux. Cette question a une réponse officielle, même si cette réponse soulève ses propres mystères. Pas quand les Hohokam ont disparu. Cette question a une fourchette de dates, un ensemble de théories, une bibliographie. Non. La question que je veux poser est celle-ci. Comment construit-on des centaines de kilomètres de canaux d'irrigation précisément alignés et fonctionnellement intégrés dans un désert, à une échelle qu'une ville américaine du XIXe siècle utiliserait pendant des décennies, sans laisser derrière soi la moindre trace des infrastructures industrielles, sociales ou démographiques qui devraient accompagner une civilisation capable d'un tel génie de l'ingénierie? Et ensuite, je veux poser la question plus discrète qui se cache derrière celle-là. Si une civilisation antérieure a bâti quelque chose d'assez sophistiqué pour que la civilisation suivante se contente de l'utiliser, sans avoir besoin de le comprendre, sans avoir besoin d'en faire la rétro-ingénierie, en ouvrant simplement le robinet, qu'est-ce que cela nous dit sur le niveau de sophistication de ce qui avait précédé? Et pourquoi le nom de la ville construite par-dessus fait-il explicitement référence à la civilisation qu'elle a remplacée? Phoenix. Qui renaît de ses cendres? Ce sont les colons eux-mêmes qui l'ont nommé ainsi. Il faut maintenant que je parle de quelque chose qui apparaît sur les cartes, puis, avec une rapidité remarquable, cesse d'y figurer. La Tartarie. Si l'on remonte à la cartographie européenne des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, on découvre quelque chose que les planisphères contemporains ne montrent plus. Une vaste désignation territoriale, appelée tantôt Grande Tartarie, tantôt Tartaria Magna, couvrant une immense étendue de l'Asie septentrionale et centrale. La Tartarie russe, la Tartarie chinoise, la Tartarie indépendante, des subdivisions et des régions internes sur des cartes produites par les cartographes les plus respectés de l'époque. Ce n'est pas une notation marginale. Elle apparaît sur des cartes de Blaeu, d'Ortelius, de Mercator, de la tradition cartographique royale française, des relevés de l'amirauté britannique. Ce ne sont pas des sources obscures, ce sont les documents fondateurs du savoir géographique occidental.
Et puis, au cours de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, grosso modo la même période que nous examinons, la même fenêtre de bouleversement révolutionnaire, de réorganisation administrative et de renommage massif, la Tartarie commence à rétrécir sur les cartes, puis à se contracter, puis à se fragmenter, puis à disparaître. Au milieu du XIXe siècle, elle n'existe plus. La désignation a été absorbée par la Russie, par la Chine, par des unités administratives d'Asie centrale portant de nouveaux noms. L'explication officielle, c'est que la Tartarie n'a jamais été une entité politique, juste un repère géographique, un fourre-tout européen pour des territoires mal connus. À mesure que la connaissance européenne progressait, le terme fut abandonné au profit de désignations plus précises. C'est une explication cohérente. Mais voilà ce qu'elle peine à justifier. La vitesse de la disparition et sa coordination. Parce que ce n'est pas un seul pays qui révise ses cartes, c'est une tradition pan-européenne, multi-impériale, multi-cartographique qui converge au fil des mêmes décennies vers la même décision. La Tartarie n'est plus une catégorie utile. La Tartarie s'en va au même moment où des villes de France sont renommées, au même moment où des noms de lieux américains contenant le mot « vieux » sont supprimés, au même moment où Phoenix est construite sur des canaux que personne ne sait pleinement expliquer. Les preuves laissent entrevoir quelque chose de bien plus vaste que ce que chacun de ces événements, pris isolément, suggère, parce que des schémas à cette échelle, géographique, administrative, cartographique, simultanée, transcontinentale, ne naissent pas du hasard. Ils naissent de processus. Et le processus, quel qu'il soit, semble s'être conclu à la fin du XIXe siècle, avec un monde qui ressemblait bien peu à celui du début du XVIIIe. Des noms différents, des cartes différentes, des récits différents sur ce qui avait précédé. Je reviens sans cesse à ce que j'appelle le problème de la coordination. Et c'est là, pour moi, le nœud de tout. Pas les renommages spécifiques, pas telle ou telle carte, pas les canaux de Phoenix, ni le nom effacé de Lyon. La coordination. En 1793, le gouvernement français rebaptise simultanément plusieurs grandes villes. Mais le gouvernement français, en 1793, c'est un comité d'hommes réunis à Paris, en pleine guerre civile, dans un pays sans chemin de fer, qui envoie des dépêches à cheval. La capacité logistique à renommer simultanément des villes à travers un pays de cette envergure et à faire appliquer ces renommages en l'espace de quelques jours mérite au minimum qu'on s'y arrête. En 1894, le Bureau américain des noms géographiques émet un ordre qui supprime des catégories précises de mots de centaines de noms de lieux en une seule action. Le bureau avait été créé en 1890. Il fonctionnait depuis 4 ans, et en un seul geste, il traite et entérine plus de renommages que toute action comparable avant ou après. Pas une décennie de réformes progressives, pas un programme roulant de reclassification postale, un seul ordre, des centaines de noms, disparus, et 157 d'entre eux en Illinois. L'explication officielle, efficacité, modernisation, standardisation, ne s'effondre pas là. Mais elle plie. Elle se tend. Parce que les systèmes efficaces ne produisent généralement pas des anomalies de cette ampleur sans explication. Ils produisent des résultats fluides, prévisibles et géographiquement distribués. Ils ne produisent pas des États qui représentent à eux seuls presque la moitié du total. À moins que la distribution n'ait jamais été aléatoire, à moins que l'Illinois, précisément, n'ait été là où la concentration des noms antérieurs, les noms qu'il fallait effacer, était la plus forte. Et voici la partie la plus étrange. Quand j'ai commencé à regarder ce que recouvraient ces 157 noms de l'Illinois, non pas seulement les mots supprimés, mais les noms complets d'origine, un schéma a émergé que je ne suis pas prêt à caractériser de façon définitive, mais sur lequel je suis prêt à m'interroger. Beaucoup de ces noms pointaient vers le passé. Les noms contenant « vieux » ont tendance à reconnaître qu'il y avait quelque chose avant. Les noms contenant « vallée »
et Crète sont topographiques. Ils sont ancrés dans le paysage lui-même, dans la mémoire physique d'un lieu. Quand on supprime ces mots, on tranche le lien linguistique entre un endroit et sa propre histoire. Old Shoneytown devient Shoneytown. Le vieux a disparu. La question de ce à quoi renvoyait ce vieux, à quoi ressemblait l'ancienne Shoneytown qui l'avait bâti, ce qui existait avant, cesse de faire partie du nom, cesse de faire partie du vocabulaire quotidien de tous ceux qui y habitent. Une génération plus tard, plus personne ne pose la question. Pourquoi le ferait-on? C'est juste Shoneytown. C'est ainsi qu'on efface quelque chose sans le brûler. Il y a encore une couche à tout cela, et je veux l'aborder avec soin. Parce que les renommages, c'est une chose, l'effacement cartographique en est une autre. Mais il existe une troisième anomalie autour de laquelle j'ai tourné tout au long de ce récit, et je crois qu'elle mérite d'être nommée directement. Les bâtiments. Au cours du milieu et de la fin du XIXe siècle, dans des villes à travers l'Europe, la Russie et l'Amérique, on assiste à une explosion de constructions civiques que les historiens qualifient d'âge d'or de l'architecture publique. Des palais de justice néoclassiques, de grandes gares, des halls d'exposition et des pavillons d'exposition universels, des structures municipales ornées dans des villes qui, selon leurs propres archives, n'étaient que de rudes établissements de pionniers quelques décennies plus tôt. L'histoire officielle dit richesse industrielle, ambition architecturale, main-d'œuvre immigrée qualifiée. Et tout cela est bien réel. Mais voici la question que l'architecture elle-même n'arrête pas de poser en sourdine. Où sont les étapes intermédiaires? Quand on voit une ville passer d'un établissement pionnier à une architecture néoclassique de rang mondial, en l'espace de 20 ou 30 ans, sans documentation proportionnelle des calendriers de construction, des effectifs de travailleurs, des sources d'approvisionnement en matériaux, ni des infrastructures de formation architecturale, l'explication officielle commence à réclamer une bonne dose de foi. Pas une foi impossible, pas une foi surnaturelle, mais une foi quand même. Et quand on superpose cette anomalie architecturale au schéma des renommages, des villes rebaptisées au moment même où elles sont reconstruites, au moment même où de nouvelles identités civiques leur sont imposées, au moment même où l'archive cartographique est nettoyée, une question surgit, une question que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Qu'étaient ces bâtiments avant de devenir ce que nous appelons aujourd'hui? Je ne prétends pas avoir la réponse. Je tiens à être très clair là-dessus. Je pose une question que les preuves, à mes yeux, rendent inévitable. Si des villes peuvent être renommées en un jour, si des traditions cartographiques peuvent être mises au rencard en une génération, et si des systèmes de canaux peuvent être hérités sans qu'on documente le nom de leur bâtisseur, alors qu'est-ce qui d'autre a peut-être été hérité? Qu'est-ce qui d'autre a peut-être été renommé, re-raconté, réattribué, pendant que l'attribution antérieure était discrètement, efficacement, officiellement mise de côté? J'ai commencé cette enquête en cherchant quelque chose de petit, une anomalie, une note de bas de page, un fragment qui ne s'emboîtait pas proprement dans la chronologie officielle. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est une fenêtre. Une fenêtre qui s'ouvre sur environ 100 ans d'histoire, grosso modo de 1750 à 1900, au cours desquels les noms du monde physique ont été substantiellement réorganisés, au cours desquels les cartes du monde physique ont été substantiellement redessinées, au cours desquels des villes de France, de Russie et d'Amérique ont perdu leur nom en l'espace d'une seule journée, au cours desquels un décret fédéral a dépouillé des centaines de villes américaines de leurs désignateurs les plus anciens, les plus tournés vers le passé, du jour au lendemain, au cours desquels une vaste désignation territoriale appelée Tartarie s'est contractée et a disparu des archives cartographiques, au cours desquels une ville au cœur du désert d'Arizona a été nommée par ses propres fondateurs,
d'après la Renaissance, jaillissant des ruines de quelque chose d'antérieur et construite sur des canaux que personne ne sait pleinement expliquer. Je ne vous dis pas ce que cela signifie. Je ne sais vraiment pas ce que cela signifie. Mais je vous demande, à vous qui avez passé du temps dans ces archives avec moi, à recouper ces dates, à scruter ces cartes, d'envisager la possibilité que les explications officielles qu'on nous a données ne soient pas fausses, à proprement parler. Elles sont peut-être exactes dans les limites de ce qu'elles disent. La question, c'est de savoir si ces limites sont suffisantes, parce que le problème de la coordination ne disparaît pas. Le chiffre de l'Illinois ne disparaît pas. Le calendrier cartographique ne disparaît pas. Les propres fondateurs de Phoenix ne disparaissent pas. Le système de canaux sous le désert ne disparaît pas. Et quelque part dans tout cela, il y a une question qui n'est pas posée assez fort. Pas si le passé a été effacé. Les preuves laissent entrevoir quelque chose de bien plus vaste que ce à quoi un simple nom pourrait rendre compte. Pas quand c'est arrivé. Nous avons les dates. Elles sont d'une précision saisissante. Pas où. Nous avons la France, l'Amérique, la Russie et les cartes de l'Asie centrale. La géographie est mondiale. Non. La question, celle qui m'empêche de dormir, celle qui vous a amené jusqu'ici, c'est pourquoi. Pourquoi la coordination existe-t-elle? Pourquoi le calendrier se concentre-t-il en grappes? Pourquoi l'Illinois représente-t-il 157 sur 323? Pourquoi une ville du désert se nomme-t-elle d'après un phénix qui renaît de ses ruines, construite sur des canaux qu'elle n'a pas creusés, tendant les mains vers une civilisation dont elle ne comprend peut-être pas entièrement qu'elle en est l'héritière? Pourquoi les lieux cessent-ils d'être appelés ce qu'ils étaient, tous en même temps, les mêmes jours, dans des pays différents? Comme si quelque chose de vaste, quelque chose d'antérieur, quelque chose qui avait des noms et des cartes et des canaux et une architecture, était en train d'être administrativement conclu, classé, renommé, et enfoui juste assez peu profond pour que, un siècle plus tard, quelqu'un assis dans une archive avec de vieilles cartes et une liste de décrets de renommage relève les yeux de ses papiers et pense « Attends, ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et une fois qu'on voit le schéma, impossible de faire semblant de ne pas l'avoir vu.